Excellent. Tu me dis quand? Hein? C'est bon. Bonjour à tous. Bon lunch. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va prendre la prochaine heure pour parler de notre opinion. Anciennement, on la faisait écrite et là, maintenant, évidemment, avec la technologie, on la fait virtuellement. Alors, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à discuter et on va essayer de mettre en perspective, toujours en revenant au fondamental et regarder le positif de ce qui se passe et les négatifs potentiels futurs. Alors, évidemment, c'est notre opinion. Alors, et avec les partenaires qu'on jase et qu'on rencontre beaucoup depuis quelques semaines, on va parler de 4 volets aujourd'hui dans notre présentation. On va parler évidemment de la macroéconomie. On va parler du secteur des actions, du secteur du revenu fixe, qui est quand même très important dans le contexte actuel d'inflation, et nos perspectives, mais surtout notre positionnement pour pas seulement que le court terme, mais certainement pour le long terme. Mais avant de commencer, je voulais vraiment souhaiter à tous ceux à qui que nous n'avons pas eu l'opportunité de souhaiter la bonne année de vive voix, une bonne année 2022. Et comme je dis toujours, la santé en tout premier lieu. Par contre, je rajoute tout le temps un petit peu une certaine normalité. Depuis 2 ans, c'est pas évident pour le monde. On entend parler beaucoup par rapport à la santé mentale. On comprend l'inconfort. On comprend la situation. Et comme on a toujours dit à tous les gens, le volet humain pour nous a toujours été très important. Mais si vous me le permettez aujourd'hui, on va le garder toujours présent, mais on va essayer de ramener un petit peu le volet rationnel du contexte économique et de nos avoirs qu'on a ensemble en regardant par en avant. Alors, toujours intéressant de retourner par en arrière. Donc, on va parler de 2022, notre positionnement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Tous ceux qui ont reçu leur relevé de portefeuille au 31 décembre, c'était une bonne année. Ça a été une bonne année. Mais je voudrais prendre 2 petites minutes ici pour présenter les rendements des actions en général, mais parler un petit peu plus spécifique de certains facteurs et aussi de revenus fixes. Donc, on sait que le marché nord-américain, depuis plusieurs années, et on parle des États-Unis et du Canada, vont bien. D'ailleurs, l'année passée, le marché américain en dollars canadiens a fait presque 30 puis le Canada a fait 25 Par contre, ce que ça nous dit aussi, puis souvent dans une diversification, les gens nous disent souvent « Eh mon Dieu Seigneur, c'est des gros rendements ». Par contre, dans une diversification, on peut regarder ce que les marchés émergents ont fait. Quand on parle de croissance de la Chine, et on en parlera rapidement tout à l'heure, on voit quand même qu'il y a des marchés mondiaux qui ont été négatifs. Alors, évidemment, on parle toujours d'une répartition, de protéger le capital, et vous nous avez entendu parler souvent de rendement honnête. C'est sûr que si on avait tous mis nos œufs dans le même panier, en étant dans les actions américaines et qu'on avait une boule de cristal devant nous, on aurait des bons rendements. Mais l'idée derrière ça, c'est vraiment de protéger l'avoir et de donner un rendement honnête. Malgré tout, on va voir que le marché américain a été très positif, mais ce n'est que vraiment 5 gros secteurs, 5 gros titres qui ont représenté le fort pourcentage du rendement, d'où l'importance d'une diversification. Mais si on regarde ce qui a bien fait l'année passée, on parle des secteurs au Canada, des titres valeurs. Des grandes capitalisations ont tout aussi bien fait aux États-Unis qu'au Canada. Par contre, les styles qui sont un petit peu plus pointus, tel Momentum, les gestionnaires qu'on rencontre qui avaient ce style-là ont complètement sous-performé le marché. Alors, il faut faire attention quand on entend parler de surperformance versus le marché sous-performance. L'idée de base, 1, protéger le capital, 2, avoir un rendement honnête et surtout en fonction de nos besoins futurs. Vous savez, on parle de technologie depuis 10 ans, mais en 2021, si on regarde les titres de croissance, au Canada, on a fait 15 %. Ça a été le 2e facteur le moins performant au Canada. Aux États-Unis,
a quand même sous-performé, très bien fait, mais a sous-performé l'indice en général. Les petites capitalisations qui, à long terme, généralement, les petites entreprises qui sont capables de se redresser après un ralentissement économique, ont moins bien fait. Alors, il y a différents facteurs qui font qu'une année, certains volets vont mieux que d'autres. Par contre, je voudrais vous porter attention au revenu fixe. Vous nous entendez souvent parler que le revenu fixe, c'est notre protection du capital. Si on regarde ce que les obligations ont fait dans la dernière année, en général, l'année a été négative de moins 0,3. Alors, notre volet revenu fixe, qui est un volet protecteur en cas de volatilité, a moins bien fait. Et c'est pour ça que nous avons l'année passée sous-pondéré cette catégorie d'actifs-là. Et vous allez voir encore une fois pourquoi nous croyons qu'il faut sous-pondérer cette catégorie d'actifs-là dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir au fondamental. Il faut revenir au contexte économique. Est-ce qu'il y a profitabilité au niveau des entreprises? Mais avant, je pense qu'il faut parler d'Omicron. COVID, depuis 2 ans, c'est un drame humain. Et là, je vais faire très attention. Et pour ça, tantôt, je disais, le volet humain va toujours être là, mais le volet rationnel. Si on peut dire que présentement, la bonne nouvelle, c'est qu'il est un petit peu moins mortel que les autres variants tels Delta et le COVID-19 en février et mars dernier. Et je vais marcher sur des œufs parce que quand j'ai eu cette conversation-là avec un des gestionnaires institutionnels chez Dynamique, on fait attention parce qu'on a tous été touchés personnellement. Actuellement, nos hôpitaux, et quand on pense aux soins de la santé, ce n'est pas évident pour nos infirmiers, nos infirmières, fait qu'une pensée pour eux. Par contre, ça demeure quand même un volet qui peut avoir pas un impact aussi négatif que nous le croyons. Court terme, ça crée de la volatilité, ça crée de l'incertitude, comme tout contexte géopolitique. Et honnêtement, il y a beaucoup d'informations, mais ce qu'on voulait juste vous dire, on se fait poser souvent la question, oui, mais Guy, ce qui se passe en Russie et en Ukraine actuellement, ça va avoir un impact négatif sur les marchés boursiers. Souvent, ce risque géopolitique-là a un effet court terme sur les marchés, c'est clair. Si on regarde l'historique de guerre, après une guerre, généralement, la croissance économique a été positive. Sur le volet humain, c'est atroce. Alors, on porte attention au volet géopolitique, mais on fait très attention pour ne pas toujours et pas certainement prendre seulement avec le géopolitique quand on prend notre prise de décision pour gérer vos avoirs. Par contre, il y a un point qu'on va aborder considérablement aujourd'hui, c'est les fameuses banques centrales qui, hier, ont eu, autant au Canada qu'aux États-Unis, leur rapport, le fait qu'ils ont présenté qu'ils n'augmentaient pas les taux immédiatement, les taux d'intérêt, mais qu'il y aurait des fortes probabilités qu'au mois de mars. Juste pour que vous sachiez, l'anticipation des hausses de taux sont de l'ordre de 2 à 4, tout dépendant avec qui qu'on parle. Alors, les banques centrales, on va en parler un petit peu plus. Alors, vous voyez qu'historiquement, il y a toujours eu des périodes tough. Ce que ça dit ici, c'est qu'en 2020, pendant 33 jours, le marché a baissé de 35 %, qui était historique. Alors, ces risques géopolitiques-là nous amènent à toujours être un petit peu plus agressifs dans notre répartition et dans notre rééquilibrage de portefeuille. Et c'est pour ça que dernièrement, dans la dernière semaine et 10 jours, on a rééquilibré un petit peu plus les portefeuilles. On se garde une gêne parce que est-ce que c'est terminé? On n'est pas sûr à 100 %. Par contre, c'est toujours lorsqu'il y a de la volatilité. Puis on va vous montrer c'est quoi l'indice de volatilité un petit peu plus tard. Donc, croissance économique au Canada. Là, on n'a pas le dernier résultat du 31 décembre. Par contre, au dernier trimestre, on était quand même d'une forte croissance économique, mais on était à 4 %, qui pour un pays développé, c'est un bon chiffre. Par contre, tantôt, on vient de l'avoir, ça fait juste une petite heure avant de la présentation. Fait que, là, vous remarquez, on s'excuse de la petite slide, c'est mon téléphone que vous voyez, le Wall Street Journal, qui nous indiquait que l'économie, dans le dernier trimestre aux États-Unis, a cru de 6,9 %. Quand on parle de fondamental, pour nous, c'est du fondamental.
c'est la croissance économique qui est très importante et c'est vraiment un poids où qu'on regarde et qu'on analyse et qu'on dit quels sont les risques en fonction d'eux. Est-ce qu'il va y avoir un ralentissement économique dans le futur ou pas? Et je peux vous le dire déjà d'avance, pour les 2-3 prochaines années, on ne le voit pas. Et on va vous montrer, c'est toujours des estimés, c'est toujours des anticipations. Il faut faire attention pour ne pas s'assurer de tomber dans la certitude. On se garde toujours une gêne. Et je pense que c'est important. On s'était mis un petit peu plus cash à l'automne dernier, tout simplement au cas où il y aurait des soubresauts. Et là, on a vécu, vous allez voir en janvier, on a vécu des méchants soubresauts. Mais méchants soubresauts offrent opportunité. Mais ce chiffre-là, juste pour vous donner un aperçu, le fait que la croissance, les chiffres sont sortis aujourd'hui à 6,9, le marché boursier est fortement à la hausse. Par contre, depuis 10 jours, il est fortement à la hausse et il finit fortement à la baisse, ou il est fortement à la baisse, il finit à la hausse ou négatif. Alors, vous allez voir que ça a été un mois de janvier intéressant pour nous. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est pour nous un indicateur hyper important. Et on vient d'avoir récemment le chiffre. Donc, les prévisions. Puis c'est le fun parce que là, c'est Deloitte, mais on prend nos sources très diversifiées. Alors, pourquoi? Parce qu'on veut juste s'assurer qu'on parle à différentes sources et en faire une synthèse et voir est-ce que le consensus est le même ou est-ce qu'il y a des disparités, des extrêmes. Alors, à ce moment-là, on est obligé de synthétiser et de voir où est-ce qu'on se positionne au moment et les positionnements au niveau du portefeuille. Donc, au niveau des prévisions de la croissance économique et du produit intérieur brut, je vais prendre la dernière colline, c'est 2020, 2021, 2022, 2023. Là, on parle du monde. Je vais faire un petit aparté sur les marchés émergents et sur l'Asie-Pacifique, qui, officiellement, en termes de croissance, ils sont en décélération, sont en récession au niveau de la Chine. Par contre, les estimés et les prévisions pour ces secteurs-là, et ça serait tout à fait normal, devraient avoir un niveau de croissance plus élevé que le reste du monde. Pourquoi? Quand le marché baisse, la valeur est moins chère, donc les estimés futurs ont une chance d'une croissance plus forte. À 6,9 qu'on a eu ce matin au niveau des États-Unis, c'est très positif. Est-ce que ça va se maintenir? Non, les estimés prévoient au niveau du monde autour de l'ordre de 4 %. On va voir ce que les chiffres du Canada vont sortir, alors à suivre. Par contre, pour nous, c'est un indicateur de croissance et est-ce que cette croissance-là est supérieure à la moyenne? Alors, encore une fois, quand on regarde tous ces événements-là, il faut regarder pas sur le court terme, qu'on a tendance à entendre malheureusement aux nouvelles et certains d'entre vous et plusieurs d'entre vous, vous m'avez entendu parler, j'écoute peu souvent dans le quotidien les nouvelles économiques parce que le marché a monté, le marché a baissé. L'économie ne bouge pas à tous les jours. C'est quelles sont les tendances. Alors, ce qu'on regarde présentement, croissance future, anticipée, forte, mais surtout intéressante. C'est juste une autre source. Elle ne sera pas de 5,9, elle sera probablement un petit peu plus faible que ça. Mais si on a une croissance normale à 2-3 % et qu'on a une croissance anticipée de 4 %, bien pour nous, ce que ça nous dit, c'est que c'est du positif à long terme. Là, j'ai oublié de dire, parce que j'ai toujours tendance à oublier à dire au tout début, comme on est live, on ne peut pas prendre des questions live. Alors, il y a le chat. Et dans le chat, vous pourrez mettre toutes vos questions. Et à la fin, les membres de l'équipe sont là. Alors, Christelle ou Myriam pourront me lire les questions. Et à partir de là, je pourrai répondre aux questions. Alors, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Ou sinon, bien, vous savez qu'on est toujours accessible pour vous parler. C'est toujours un bonheur. Donc, là, au point de vue de la croissance économique, c'est bon. Un des indicateurs qui est positif, c'est que le taux de chômage est à son bas presque historique. On va le voir sur une autre slide. Alors, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis là, on peut partir dans des tangentes, mais globalement, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire que les gens sont embauchés, c'est positif, généralement, sur l'économie. Et c'est pour ça que cette diapo-là nous dit que, généralement, l'emploi ne suggère pas une récession quand on est à des bas historiques. Alors, vous voyez les périodes grises ici, c'est toutes les périodes de récession. Donc, c'est facile à voir que dans les périodes de récession, on met les gens au chômage
le niveau de chômage augmente et dans tous les cas, il augmente. Ce n'est pas exact, ce n'est pas toujours dans la même période, ça peut s'éterniser un petit peu. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on était dans la crise 2020, on a eu un taux de chômage très élevé et on est revenu à des bas historiques. Alors, le taux de chômage est bas tout partout en Amérique du Nord. On entend la chaîne d'approvisionnement et c'est vrai, hein, on a de la misère, on a juste à voir là, dans les épiceries, mais on a la chaîne d'approvisionnement, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Il y a un indicateur qui peut nous permettre, est-ce que, encore une fois, au niveau de la reprise de fabrication, est-ce que c'est positif? Il y a un indicateur qui nous dit le ISM. C'est l'indicateur sur les carnets de commandes, c'est sur la production. Un chiffre en deçà de 50 nous dit que nous sommes en ralentissement économique. Si vous voyez, si on regarde depuis 2002, depuis les 20 dernières années, on est loin d'être proche. Encore une fois, c'est un indicateur sur les carnets de commandes. Il y a un indicateur sur les produits, il y a un indicateur sur les services. Ce n'est pas que je veux faire parler les chiffres, je veux juste indiquer par rapport à la chaîne d'approvisionnement, dans le contexte économique, c'est positif. Par contre, est-ce que présentement, on est capable de sortir le stock? Il y a une pénurie de matière. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, les carnets de commandes sont là. C'est juste qu'on n'est pas tout à fait capable de livrer. Et là, avec plusieurs de nos entrepreneurs clients, ils nous le confirment. Une chose qu'on voit actuellement, et là, peut-être que ça pourrait être, c'est la prochaine, en termes de stock. Là, c'est interrelié avec ce que je voulais mentionner, le secteur de l'automobile. Parlez à qui que ce soit, j'ai un bon ami qui est concessionnaire automobile, parlez à qui que ce soit dans le domaine automobile, vous allez voir qu'ils ont de la misère à pouvoir vous livrer une automobile. Actuellement, là, ce qu'ils font, ils achètent des autos usagées puis ils leur disent dans 3 mois ou dans 6 mois, quand ton auto va arriver, je vais te la racheter au même prix. Ça vous donne un indicateur. On sait que les chips, donc les semi-conducteurs, sont en pénurie. La bonne nouvelle qui commence à s'entendre, c'est que Volkswagen actuellement nous mentionne, puis je comprends que c'est une entité, mais nous a mentionné à un de nos fournisseurs d'ailleurs que les carnets recommençaient. Donc, la production recommençait un petit peu plus. Fait qu'imaginez, les carnets de commandes sont là, fait que c'est clair qu'à un moment donné, ils vont être obligés de renflouer leur inventaire parce que leur inventaire est très basse. Donc, encore une fois, un indicateur pour nous, quand on regarde du fondamental et de la croissance, positif sur le court terme. Puis quand on parle du court terme, on ne parle pas de 3 mois. Malheureusement, des fois, on se fait prendre un petit peu sur 3 mois, mais on parle vraiment sur 2-3 ans. Alors, et on va le voir au niveau de la croissance. Donc, évidemment, on ne peut pas parler du risque de l'inflation. Quelqu'un qui nous dit que l'inflation n'est pas là, je pense qu'ils ont manqué un petit peu l'épicerie dernièrement. L'inflation, puis là, je ne veux pas parler nécessairement des marchés émergents, mais c'est un indicateur quand même qui est une inflation très, très forte. Quand on parle du reste des économies avancées, on voit que l'inflation a poussé. Vous savez, ça fait des années qu'on en parlait. L'inflation était contrôlée. Et les banques centrales se sont vraiment donné un mandat de contrôler l'inflation. Alors là, cette inflation-là, veut pas, généralement à court terme dans les marchés, ça crée une incertitude. Ça crée certainement une incertitude au niveau des marchés obligataires, mais ça donne une incertitude au niveau des marchés boursiers à court terme. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est juste s'assurer que les banques centrales contrôlent les hausses de taux. L'extrême, c'est qu'on entend qu'il pourrait y avoir jusqu'en 2023 8 hausses de taux. On entend ça, c'est énorme. Je vais juste me permettre de dire, quand on parle sur 2 ans, ce que l'année passée, les banques centrales nous disaient, 1 an, jour pour jour, en janvier, ils nous mentionnaient, les banques centrales du monde, qu'il n'y aurait pas aucune hausse de taux avant le début 2023. On est en 2021, donc 2 ans. C'est dur de prédire 2 ans d'avance. Par contre, ce qu'on entendait, et nous, dans notre positionnement de portefeuille, ce qu'on s'est dit, c'est que ça veut dire qu'il va y avoir des probabilités, des bonnes probabilités de hausse de taux dans le futur. Pas nécessairement en 2021, puis ça l'avait commencé en fin d'année, mais pas au niveau des courts termes, au niveau des longs termes. Ce que ça nous indiquait, c'est que la tendance devrait être plus vers le haut que vers le bas.
Et vous allez voir un graphique qu'on vous a présenté depuis des lunes et des lunes, et on pense qu'on a atteint le bas en termes de taux. Mais l'inflation est présente. Et là, la différence, c'est que l'inflation en termes de... Il y a l'inflation par rapport aux produits que nous achetons et l'inflation en termes de services. L'inflation au niveau des compagnies qui offrent des services, elle est beaucoup plus basse que celles qui offrent des produits. J'écoutais un des gestionnaires de fidélité qui donnait un exemple que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Là, vous savez que depuis quelques années, ou depuis 2 ans, depuis la pandémie, on achète beaucoup de véhicules récréatifs. Alors, il n'utilisait pas cet exemple-là, c'est juste parce que plusieurs de personnes que je connais ont acheté des véhicules récréatifs. Ceci dit, il a pris l'exemple d'une bicyclette, parce que les gens se sont remis à faire de la bicyclette, on ne pouvait pas voyager à l'extérieur, alors on a, au niveau de la santé, c'est probablement bon, mais on a acheté des produits pour notre bien-être. Mais comme il mentionnait, il dit, une fois que tu as acheté un vélo, il y a des faibles probabilités que tu vas racheter un deuxième vélo dans 2 ans. Alors, l'idée de l'inflation de produits, elle est certainement là. Elle est là aussi en passant au niveau des épiceries, c'est clair. Mais elle est là, mais je trouve intéressant. Si on peut relativiser, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont être capables de bien contrôler l'inflation. C'est ce que nous croyons et c'est ce que les banques centrales, la Fed hier aux États-Unis et au Canada, les 2 banques centrales ont mentionné qu'ils prévoient au Canada une inflation de 5 cette année, mais d'ici, pour les 6 prochains mois, mais que d'ici la fin de 2022, encore une fois, est-ce que ça va être fin 2022 ou 2023, je ne sais pas, mais revenir dans une braquette dont depuis 20 ans, ils veulent garder, qui est de 1 à 3 %. Et ce qui m'amène ici. Donc, vous voyez la courbe d'inflation, autant Canada, toutes les courbes. Vous voyez le 1 et 3 ici, depuis 20 ans, les banques centrales se sont donné un mandat. Ils ont fait une job extraordinaire. Même l'année passée, l'inflation était en dessous de la braquette. Par contre, ils prévoient vers la fin de l'année rebaisser l'inflation et que l'inflation se maintienne autour de la braquette du 3, qui honnêtement, quand on regarde l'historique, on est tellement habitué à des taux très, très bas, il n'y a rien d'insécurisant d'être dans cette braquette-là. Par contre, le risque, c'est est-ce qu'ils vont être très abrupts? Je ne pense pas. Et la raison pourquoi je ne pense pas qu'ils vont être abrupts en termes d'augmenter les taux, c'est tout simplement que c'est une question de financement. Hein? Là, c'est la Fed, la Banque centrale américaine aux États-Unis, surtout le déficit, autant au Canada qu'aux États-Unis. On a vu le déficit, comment il a augmenté pendant la pandémie de 2020. Par contre, l'anticipation, on le voit que ce n'est pas anormal d'avoir des déficits au niveau des pays. Si ils augmentent les taux trop rapidement, ils ont des fortes chances de ralentir l'économie, mais ça va coûter plus cher à tout le monde. C'est juste logique. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait une bonne job depuis 20 ans de contrôler les taux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ressemble un peu comme 2018? Possiblement, mais ils ne veulent pas tuer l'économie parce que, justement, ils prévoient être capables d'avoir une croissance économique au niveau des pays nord-américains et dans le monde autour de 4 %. Alors, ça pourrait tuer l'économie. Donc, on est obligé de le suivre. On ne vous dit pas qu'ils ne le feront pas, mais c'est à suivre. Là, hier, les 2 banques centrales ont décidé de ne pas augmenter les taux. L'anticipation, c'est déjà au mois de mars. Nous suivrons de près ce volet-là. Je pense qu'il est très important. Alors, où est-ce qu'on se situe au niveau du cycle économique? Et ça, je la trouvais très pertinente parce que on parle de cycle économique. Hein? Vous savez, là, la fameuse, le nombre d'années, il y a certaines personnes qui disent à tous les 7 ans, on a une récession. L'idée, là, en général, c'est entre 5 et 10 ans, on peut avoir un ralentissement économique. Par contre, là, actuellement, tantôt, je mentionnais la Chine, les performances étaient négatives. Vous savez que quand ça va mal, c'est peut-être là l'opportunité d'acheter, donc de surpondérer ou d'ajuster le portefeuille. Par contre, il y a toujours de la volatilité quelque part, et il y en a un petit peu plus avec la Chine par leur manque de transparence. Par contre, ce qu'on trouvait très intéressant, c'est que dans le cycle, on est, je m'excuse l'anglicisme, mais on l'a eu ce matin,
C'est tout simplement pour indiquer que nous sommes dans le milieu du cycle économique. On est un petit peu dépassé en Amérique du Nord, mais est-ce qu'on est surpris dans le contexte des 10 dernières années où la croissance et les marchés boursiers ont poussé relativement fort? Encore une fois, je mentionne les États-Unis un peu plus que le Canada, mais en général, les pays nord-américains ont eu une forte croissance, une belle poussée dans le cycle. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas fini, mais on aime l'international parce qu'on n'est pas au même niveau que les pays, les pays nord-américains. On est un petit peu en arrière. Et depuis 10 ans, ces pays-là ont été vraiment en arrière en termes de performance. Où est-ce qu'il y a des escomptes? Il peut y avoir des opportunités. Alors, est-ce qu'on devrait sous-pondérer l'Amérique du Nord et surpondérer l'international? On en reparlera un petit peu plus tard. Mais tout ça, je voulais vous montrer, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Qu'est-ce que le VIX? Le VIX, en français, on l'appelle l'indice de la peur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que quand ça va mal, puis qu'il y a une nouvelle qu'on entend aux nouvelles quotidiennes, puis là, c'est la fin du monde, la volatilité augmente énormément. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est un terme que j'utilise beaucoup. En termes de risque, le risque, on met tous nos œufs dans le même panier, puis le panier crève, on vient de tout perdre. Ça, c'est un risque. La volatilité nous permet de peut-être voir des opportunités. Alors, pour nous, volatilité, c'est plus égal à opportunité, mais des fois, il faut avoir la couenne dure parce que ce n'est pas toujours évident. Mais j'écoutais un gestionnaire, Hugo Lavallée, qui disait, ça, VIX, là, c'est une invention de Wall Street. Wall Street à New York. En réalité, là, quand la volatilité part, ben, le marché baisse. Alors, je trouvais ça très intéressant. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle, moi je l'appelle le VIX et l'opportunité, parce que regardez en 2020, on était tombé presque à des hauts historiques. En 2008, pendant les grosses crises, les 2 dernières fortes récessions, puis n'oublions pas qu'en 2015, le marché n'a pas bien été. En 2011, excusez, en 2015, le marché n'a pas bien été. En 2018, le marché n'a pas bien été. Mais si on est actif, on a fait des bons rendements par la suite. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir juste des œillères et regarder sur le court terme. Il faut vraiment positionner le portefeuille. Là, la volatilité, on l'a pris le plus tôt possible. Là, ça peut avoir varié encore un petit peu depuis ce temps-là, mais aujourd'hui, on était hier à 37, 38, on est descendu à 28. C'est très volatile. Vous le voyez ici que ça swing d'un bord, puis ça, c'est les 20 dernières années. Alors, quand il n'y a pas de volatilité, il y a moins d'opportunités. C'est juste plus plaisant pour nos émotions parce que ça swing pas mal moins dans le portefeuille. Action. Donc, on parle du fondamental, on parle de la croissance des bénéfices. La croissance des bénéfices était de la partie en 2021. C'est hyper important. Je veux juste revenir sur la croissance des bénéfices. On parle des cours bénéfices. Je ne veux pas simplifier trop, mais j'aime beaucoup simplifier le marché. Ça me ramène en 5e année quand on faisait des cours d'algèbre, une division. Un cours bénéfice, le cours, c'est le prix de l'action. Et le bénéfice, c'est le profit par action d'une entreprise. Alors, souvent, on va l'entendre, le CB, cours bénéfice. Si le prix d'une action est à 100 $ et que le profit par action est de 5 $, bien, mon cours bénéfice est de 20 fois le profit. Évidemment, si ma profitabilité de mon entreprise diminue, bien, mon cours se maintient, mais ma profitabilité diminue, mon coût bénéfice va augmenter. Alors, souvent, vous allez entendre parler, on va entendre parler que, là, les marchés sont chers. Faire attention, ça se peut que les marchés soient chers, que l'indice soit cher, mais est-ce qu'à l'intérieur du marché, est-ce qu'il y a des titres qui ne sont pas chers? Alors, c'est pour ça qu'une gestion active et une gestion passive complémentaires font tout à fait du sens. Par contre, vous comprenez bien le dénominateur, si le dénominateur, les profits baissent, bien mon cours bénéfice va augmenter. Donc, il va y avoir un petit peu plus de volatilité. Ce qu'on veut, en réalité, c'est 2 choses. Soit que ma profitabilité augmente, donc si elle passe de 4 à 10, bien, je vais avoir un cours bénéfice de 10, là, je l'ai fait simplement, ou bien carrément dans des marchés
un peu instable, le cours baisse, descend à 80, qui sera un 20 de baisse, mais descend à 80, mais que ma profitabilité demeure parce que le marché, parfois, ne reconnaît pas. Alors là, mon coût-bénéfice devient attrayant. Alors, c'est un ratio qui est important. Ce n'est pas le seul ratio, mais je voulais juste démontrer que des fois, quand on entend est-ce qu'il est cher, le marché, il faut regarder en fonction souvent du coût-bénéfice et des expectatives des profits futurs. Future croissance des profits, croissance de l'économie, forte probabilité qu'ils soient corrélés. À ce moment-là, on a peut-être des chances de continuer de bien performer dans les marchés boursiers. Alors, en 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, si on regarde de décembre à décembre, bien, les actions étaient moins chères en 2021. Pourquoi? Parce que le dénominateur, le profit par action, a augmenté. Donc, souvent, ce qu'on entend dans les nouvelles et ce qu'on voit dans le pratico-pratique, c'est deux choses. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, c'est toujours parfait, mais ça nous permet de regarder certaines opportunités au niveau des marchés. Donc, en général, les gens, à cause du ISM, le fameux indicateur manufacturier, qui est au-dessus de 50, mais la croissance des bénéfices anticipée va demeurer solide. Donc, pour nous, malgré ce mois-ci, puis je vous le dis, ça a bougé, ça n'a pas été le fun, mais on prévoit une année difficile, mais dans une variabilité que si on reste actif, on va être capable d'aller chercher des rendements intéressants. Donc, le faible vent, contraire à cause des banques centrales, ce que ça nous dit ici, c'est tout simplement quand on a une anticipation des hausses de taux. Quand on a des hausses de taux, il y a des soubresauts dans le marché boursier. Généralement, il y a des baisses en moyenne de 5 Bien là, notre anticipation de hausse de taux, qui est déjà pas mal prévue pour le mois de mars, même si les banques centrales ne l'ont pas fait hier, a fait que ça fluctue beaucoup. Alors, c'est un petit peu ce qu'on indique. Il faut s'attendre avec avoir un petit peu de vent de face. Par contre, profitabilité des entreprises, ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, plus d'argent, on peut, sur notre rendement, sur notre capital, réinvestir dans l'entreprise. On peut rendre notre entreprise beaucoup plus profitable. On peut la rendre plus efficiente, plus productive. Alors, encore une fois, le cash est king. Puis là, je n'ai pas parlé, puis je ne parlerai pas trop, mais sur les lignes de côté, on parle de 2,5 trillions de dollars de liquidité dans le marché. 2,5 trillions, c'est énorme. Alors, c'est du cash, pas à garrocher, mais à dépenser. Alors, la vigueur des dépenses en capital, importante, et un autre indicateur pour nous positif. Par contre, correction boursière, ça, j'aime ça parce que vous me l'entendez dire souvent. Les 5 l'année passée, quand on avait fait notre webinaire, il y avait une slide, j'aurais pu la remettre, mais c'était tout simplement qu'on disait que le tiers de l'année, nous avons des fluctuations quotidiennes en moyenne de plus ou moins 1 à 2 le tiers de l'année. C'est beaucoup. Alors, ce qu'on voulait juste réitérer ici, c'est que, bon, on parle du marché S&P 500, le marché américain, mais depuis les 32 dernières années, 18 années sur 32, on a eu des fluctuations dans l'année de moins 10 C'est ce qu'on appelle une correction. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une correction. Certains d'entre vous me l'avaient entendu dire, j'ai dit, il y a une correction qui s'en vient. Là, souvent, les gens dans ce temps-là me posent la question, ils disent, oui, mais Guy, pourquoi tu ne te mets pas cash? C'est parce que je peux me tromper. Si j'avais une boule de cristal, je serais sûr. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne avec un petit peu plus conservateur, ce qu'on a fait. Puis là, quand on a une correction, comme on a eu en janvier, ça a fluctué, là, ça varie entre moins 3 et moins 10, tout dépendant du secteur dans lequel on est. Mais tout ça pour dire que cette correction-là, il ne faut pas être surprise. Plus de la moitié du temps, ça arrive dans l'année. Par contre, sur ces mêmes 32 années-là, il y a 26 années que nous avons fini positif. Et là, ce que je voulais montrer, beaucoup de chiffres, c'est juste là, je vais vous faire part des deux cercles ici. Quand on a sorti année à date, là, c'était moins 7, c'est peut-être moins 5, moins 6, tout dépendant du secteur, mais on est à moins 7 en janvier. Là, c'est pas le fun à voir. Par contre, des moins 7 et des moins 8 et des moins 10, on en voit régulièrement. Et je voulais juste vous montrer que on ne voulait pas vous montrer celle qui a fait moins 7
puis qu'on a fait plus 32. Je ne crois pas que l'anticipation du marché boursier, de la performance du marché boursier vont être aussi fort que ça. Il faut avoir, ça fait 3 ans que le marché va très bien au niveau des portefeuilles, 19, 20, 21. 22 va être plus difficile. Par contre, est-ce qu'on peut s'attendre à un 5 de rendement du marché boursier? Possiblement. Mais l'idée, c'est que ne soyez pas surpris des soubresauts. Les soubresauts nous permettent d'avoir un petit peu plus d'opportunités d'achat ou de rééquilibrage. Ce qui m'amène à dire, quand que je parlais, faut une gestion active-passive, les deux complémentaires font tout à fait du sens. Il y a des gestionnaires indiciels qui ne croient pas aux gestionnaires actifs, puis il y a des gestionnaires actifs qui ne croient pas aux gestionnaires indiciels. Vous savez, c'est un peu l'image que je démontrais dans le temps où les gestionnaires fondamentaux que nous sommes et les gestionnaires tactiques, qui sont les chartistes, ne se parlaient pas. Ce n'est pas une science exacte. Nous n'avons pas une boule de cristal. Par contre, la concentration des indices dans le S&P 500, le top 5 des compagnies du 500 grosses entreprises ont représenté 21 du rendement de l'indice. Pour moi, quand on fait une gestion de risque, ça me dit que peut-être qu'il y a beaucoup de titres à l'intérieur de ça qui n'ont pas donné de performance à l'indice, donc peut-être des opportunités. Alors pour moi, la gestion indicielle fait du sens. Il faut juste mettre des fois en perspective et faire attention par rapport à aujourd'hui. Vous savez l'exemple que je voulais donner, là, puis dans le temps, Nortel représentait le tiers de l'indice et c'est pour ça qu'il y a des produits qui se sont développés pour mettre ça, un indice équipondéré qui fait du sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jamais avoir plus que, s'il y a 20 titres, plus que 5 %. C'est un peu notre approche. Pourquoi qu'on fait équipondéré dans nos titres de portefeuille? C'est parce que si on a 5 % du titre dans le portefeuille et qui vient à 7, oui, c'est vrai qu'on va des fois avoir de l'impôt à payer. Par contre, on ne veut juste pas débalancer le portefeuille. Donc, on vend haut, on prend une prise de profit et on ramène ça à la cible. Et ça, Claudine fait un job assez exceptionnel là-dessus. Mais l'inverse est vrai. Quand c'est moins 3, à ce moment-là, on en rachète si le fondamental, si les bénéfices, si le cash flow, si les fonds libérés sont bons, on va en racheter dans le portefeuille. D'où la gestion active ou de rééquilibrage. C'est ce qu'on appelle la gestion dynamique dans nos termes. Revenu fixe. Ouf, 2021, intéressant. Je vous l'ai dit tantôt, moins 2 points quelques, presque moins 3 % de rendement. Cette diapo-là, ça fait 20 ans qu'on vous la présente. Et pourquoi? Parce que ça fait 40 ans que les taux baissent. Alors là, l'humain, comme je suis, comme nous sommes tous, fait en sorte que les taux ont toujours baissé. J'ai toujours fait du rendement sur ma portion revenu fixe, mes obligations. Et vous savez, ça a l'effet inverse. Quand les taux baissent, la valeur des obligations augmente. Là, les taux ont recommencé à monter. Donc, quand les taux montent, la valeur des obligations baisse. Et c'est pour ça que le positionnement, en termes de gestion de revenus fixes, il faut faire attention. Il y a différentes sortes de revenus fixes, des cotes de crédit très élevés du 3A jusqu'à ce qu'on appelle du junk bond, ou bien d'autres types qui sont des obligations à crédit élevé, high yield comme on dit en anglais. Tout ça, risque plus élevé, rendement plus élevé. Alors là, ce qu'on va regarder, c'est que les taux ont baissé, puis l'anticipation, on le sait, que les banques centrales vont augmenter les taux. Le risque, et surtout ce qu'il faut faire attention et porter attention, c'est que normalement, une courbe et les taux court terme sont plus bas que les taux long terme, ce qui est le cas actuellement. Par contre, les banques centrales contrôlent la période de 0 à 2 ans. Et cette période de 0 à 2 ans-là, on nous anticipe des hausses de taux. Alors là, ce qu'on s'attend, c'est qu'il va y avoir un aplatissement de la courbe. Ce qui veut dire que les taux court terme et les taux long terme vont être très proches l'un de l'autre. C'est pas négatif, c'est pas hyper positif. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas une courbe inversée. Ça veut dire que les taux court terme sont plus élevés que les taux long terme. Techniquement et théoriquement, et c'est pas mal le cas, c'est que quand on a une courbe inversée, sur 2 trimestres consécutifs, on s'en irait vers une récession. Donc, c'est un indicateur qui va nous permettre. On n'est pas là. Alors, pour nous, présentement, avec tous les gestionnaires institutionnels qu'on parle, puis on parle beaucoup aux gestionnaires obligataires,
Actuellement, on ne voit pas du tout un risque. Et j'avais même une question hier qu'on posait à un des gestionnaires, qu'on lui demandait, dans le cas de hausse de taux, est-ce que c'est possible de faire du rendement positif? La réponse est oui, avec un sourire. Il faut juste prendre en sorte que ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un rendement positif. Par contre, si on se positionne correctement sur la courbe, avec les obligations de bon crédit, il y a possibilité tactiquement de minimiser les baisses au niveau des marchés. Après ça, les obligations de société. Ce qu'on aime des obligations de société, ça nous donne aussi un indicateur de comment, ou validation de comment est l'économie. Vous savez qu'une obligation de société, ce n'est pas qu'une obligation d'État. L'obligation du Canada est à 3A. Sur 10 ans, une obligation du Canada nous donne 1,8 d'intérêt. Une obligation de société, un petit peu plus de risque. Donc, devrait nous donner un rendement sur notre intérêt un petit peu plus élevé. Les écarts de crédit, quand ils se rétrécissent, ça nous donne un bon indicateur que l'économie est solide. Pourquoi? Bien parce qu'ils sont capables de payer les intérêts. Pourquoi? Parce que la croissance économique, la croissance de leurs bénéfices a été très, très bon. Alors, évidemment, on comprend qu'une obligation de société est un petit peu plus reliée en termes de profitabilité des entreprises. Et si la profitabilité est très forte, les obligations de société devraient faire un petit peu moins d'argent, devraient avoir un petit peu moins de risques et donc un petit peu moins de défauts. Et c'est ce qu'on voit ici, la robustesse des fondamentaux des obligations de société, les profits font partie, le taux de défaillance est très, très faible. Et un taux de défaillance, c'est qu'une obligation, la compagnie ne pourrait pas payer les intérêts à l'investisseur. Ça arrive, mais le taux de défaillance, comme vous voyez, est très, très faible. Il y a des périodes comme la crise du crédit qu'on a eu en 2008 où le taux de défaillance était augmenté. Ces écarts de crédit-là, pour nous, dans ce temps-là, nous donnent une opportunité. Là, actuellement, entre un crédit plus élevé et une obligation du Canada, il n'y a pas une énorme plus-value nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il faut juste regarder sont où les opportunités. Donc, rare d'avoir 2 années consécutives de rendement négatif. Si on retourne jusqu'en 1974, la ligne verte veut tout simplement dire les obligations corporatives, les obligations de crédit, et la ligne bleue, les obligations d'État aux États-Unis. Ce qu'on voit ici, c'est que les deux, dans une année, peuvent avoir des rendements négatifs. Ici, des fois, tout dépendant du contexte économique, le crédit, les corporations, relié souvent à une récession, va donner un impact négatif sur le rendement. Par contre, en 2021, les deux ont été négatifs. Et est-ce qu'on pourrait voir l'histoire depuis les 40 dernières années? Potentiellement. Est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième année négative sur les obligations? On est à l'affût, on y pense, on le regarde. Est-ce que, aujourd'hui, je vous dirais, pas certain que quand on discute avec les gestionnaires d'obligations qui ont vraiment une réponse sûre, mais à suivre. Mais la seule chose qu'on est pas mal convaincu, c'est que dans le contexte de hausse de taux, les obligations ne devraient pas faire hyper bien. Ça va être beaucoup plus difficile sur la portion obligataire du portefeuille et vous allez voir notre positionnement de notre portefeuille. Donc, rendement anticipé. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est une étude qui vient de sortir de McKinsey et qui se valide avec d'autres gestionnaires avec qui on fait affaire. 5 ou 10 ans, c'est à peu près les mêmes rendements. Donc, comme on gère sur le long terme, on sait qu'on va se dire, on positionne notre portefeuille, on dit tout le temps sur 3 à 5 ans. Alors, ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que ça nous dit sur les 5 à 10 prochaines années. Donc, encore une fois, si on a raison à 100 %, je ne sais pas. Mais la tendance nous dit que. Et est-ce qu'on adhère? Est-ce que la logique, elle est là? Oui. Les obligations d'État du Canada, il y a une anticipation de rendement de 2 %. Là, je vais vous donner ma perspective, pourquoi j'adhère avec ce faible rendement-là. Tantôt, on a vu les cycles. Le cycle des taux d'intérêt, des taux obligataires, a été de 40 ans.
quand je le regarde froidement, là, c'est des cycles qui sont souvent longs. Donc, si on a commencé en 2021 à augmenter les taux tranquillement, je ne pense pas qu'ils vont dépasser beaucoup la braquette du 3 en termes d'inflation qu'ils veulent contrôler. Par contre, est-ce que c'est logique que s'il va y avoir des hausses de taux graduelles, que hausse de taux, faible rendement? Je pense que oui, c'est interrelié. L'inflation est faible et le rendement obligataire devrait être relativement faible. Donc 2 est-ce que ça sera 3? Tant mieux. Mais ce que je veux qu'on retienne ici, puis nous, de la manière qu'on gère le portefeuille, c'est que les obligations d'État du Canada, il ne faut peut-être pas surpondérer cette catégorie d'actifs-là. Il y a des obligations à rendement élevé. Les crédits que je parlais tout à l'heure, risque-rendement, un peu plus de rendement. Donc, est-ce que dans une composition de portefeuille, de rajouter des obligations corporatives font du sens? Écoutez, depuis 3-4 ans, on a augmenté notre pondération d'obligations corporatives, mais de bons crédits. Bon crédit étant de moyenne 3B. En faisant ça, on risque d'aller chercher un peu meilleur rendement et ça nous protège en termes de s'il y a baisse de marché. Ce qui est intéressant, ça fait maintenant 10 ans. Il ne faut pas oublier que depuis 20 ans, le marché américain, là, encore une fois, l'humain, on est toujours un petit peu ce qui se passe récemment. Sur les 10 dernières années, rendement exceptionnel du marché américain. Mais de 2000 à 2010, le marché américain, pour un investisseur canadien en prenant la devise en considération, était négatif. Donc, ici, ce qu'on dit, c'est que le marché nord-américain, donc les États-Unis et le Canada, les rendements anticipés, et on s'entend que c'est des rendements anticipés sans que personne ait une boule de cristal, on s'attend autour de 6,5 de rendement. Donc, il y a plusieurs catégories d'actifs à l'intérieur. L'infrastructure, on entend parler de Biden aux États-Unis qui veut passer son 5, il voulait passer 1,4 trillion, il veut passer 500 milliards. Alors, est-ce que ça va passer? Je pense que le volet infrastructure va revenir, pas à la mode, mais va revenir un élément essentiel dans la portion alternative de notre portefeuille pour essayer de minimiser la volatilité du portefeuille et nous donner un rendement honnête. Donc, Nord-Américains ont très bien fait depuis 10 ans. Est-ce que c'est normal ou est-ce que ça serait logique d'avoir un rendement moindre que les marchés émergents qui, eux, ont sous-performé versus les rendements nord-américains des marchés nord-américains depuis les 10 dernières années? Absolument. Les cours bénéfices de ces entreprises-là pourraient être plus à escompte. Donc, dans le positionnement, est-ce que, disons qu'il se trompe et que c'est plus élevé, il en faut. À partir de là, est-ce que l'international, l'Europe, qui a sous-performé depuis 10 ans considérablement, prévoit des rendements en Europe de l'ordre de 7,5 de rendement? Ça fait du sens. Tantôt, je disais, les petites entreprises ont très mal fait en 2021, mais l'anticipation des 5 à 10 prochaines années devrait faire un petit peu mieux. Et la Chine, les marchés émergents, malgré leur grande volatilité, malgré en Chine principalement, leur manque de transparence, il peut avoir une opportunité. Là, après ça, c'est juste une question de zone de confort. Mais pas de surpondérer en totalité en Chine, mais d'en mettre une pondération intelligente qui pourrait nous donner un petit kick additionnel en termes de rendement. Alors, quand on regarde un portefeuille équilibré, 50 revenus fixes, puis 50 actions, bien, si on rajoute 2 plus 6, 7, ça fait 9, 4,5, on entend souvent parler des rendements de 4,5, 5. Si on peut aller chercher un rendement de 5 dans un portefeuille équilibré,